Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que je vis, de ce que je sais et surtout de comment je le ressens. Je suis fille unique et je pense qu'il y a autant d'aspects positifs que négatifs à être le seul enfant de la maison. Et j'ai trouvé qu'en parler pouvait être intéressant pour moi d'abord et peut-être aussi pour d'autres. Aujourd'hui, je suis l'enfant qui a des enfants. Et il y a beaucoup de choses que je perçois maintenant que je ne voyais pas forcément avant. Dans cet épisode, je vais parler en tant que fille unique, mais aussi en tant que mère. Je vais partager les avantages et les inconvénients de ce que j'appelle grandir seule. Alors, pourquoi ce titre qui paraît un peu triste, voire un peu négatif ? Eh bien, tout dépend de la façon dont on le vit. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai grandi seule, pas parce que mes parents étaient absents, au contraire, parce que je n'avais que mes parents. Deux adultes au quotidien, même s'il y avait parfois des invités, même si j'avais des amis, tout ça restait ponctuel. Le quotidien, c'était moi et mes parents. C'est ça que je veux dire par grandir seule. Pas être seule physiquement, mais seule dans mon âge, dans mon monde d'enfant. Ce n'est pas un épisode pour dire que c'est mal d'être fils ou fille unique. C'est un espace pour exprimer ce que ça implique parfois et je pense souvent. J'espère que ce podcast sera écouté avec bienveillance et pris au sérieux parce que ce n'est pas toujours facile d'être enfant unique et encore moins facile d'en parler parce qu'on a souvent l'impression que c'est mal vu d'en voir les inconvénients. Encore une fois, je parle en mon nom, c'est mon expérience, mon vécu. Je vais commencer par te parler de mon enfance en tant qu'enfant unique et te donner un peu de contexte parce que ça change tout. J'ai grandi à Kourou, une petite ville calme en Guyane. Mes parents étaient mariés, très présents. Ma mère était stricte mais protectrice. Mon père, lui, plus cool, plus joueur, moins strict. Un truc qui était clair dès le départ dans mon éducation, c'est que je ne devais pas être gâtée. C'était un peu la règle numéro 1. Pourtant, franchement, j'aurais pu l'être financièrement, il y avait la possibilité. Mais chez moi, être gâté, c'était pas une option. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi être gâté ? Parce que pour moi, c'est quand tu veux un truc et que tes parents, ils font un peu tout pour que tu l'obtiennes. Et bah, chez moi, c'était pas comme ça. À la maison, il y avait souvent du monde, mais rarement des enfants. J'étais entourée d'adultes, cousines, nounous, amis de mes parents. Donc non, je n'étais pas seule au sens propre, mais j'avais quand même ce sentiment de solitude. Parce qu'il manquait quelqu'un comme moi, un autre enfant, une présence avec qui je pouvais vraiment partager. Et résultat, j'avais une imagination de ouf, je parlais toute seule, j'inventais des personnages, des histoires. Mais en vrai, je m'ennuyais. J'étais une enfant qu'on trouvait sage, posée, mature, mais à l'intérieur, j'avais un vrai besoin de compagnie. De quelqu'un avec qui rire, faire n'importe quoi, sans me sentir différente. Voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. C'est important d'en parler avant d'aller plus loin parce que c'est là où tout commence pour moi. Et voilà. Voici les avantages que je pourrais te donner en tant que fille unique et toujours selon mon vécu et ma perception. L'attention des parents portée uniquement sur toi. Je commence par le plus évident. Quand tu es enfant unique, tu as toute l'attention qui est portée sur toi de tes parents. Et oui, ça peut être un plus, mais parfois aussi un peu lourd, on va pas se mentir. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais le seul centre d'intérêt de mes parents. C'est pas une supposition, c'est un fait. Toute décision, toute règle, tout projet, ça tournait autour de moi. Et en vrai, ça tourne toujours autour de moi. Peu importe le style d'éducation qu'on reçoit, quand t'es seul, tu deviens la priorité. Bien sûr, il y a des familles avec plusieurs enfants où ça peut aussi mal se passer ou être mal équilibré. Donc ouais, pour moi, là-dessus, c'est un très gros avantage d'être fille unique. J'ai toujours eu leur attention, leur soutien, leur protection, émotionnelle, matérielle, tout. Je savais que mes parents seraient là, quoi qu'il arrive, et ça, c'est précieux. Ensuite, avec ça, on a plus d'opportunités de voyage, cadeaux que peut-être d'autres familles ou d'autres personnes. C'est un autre avantage que j'ai noté,
C'est tout ce que j'ai pu avoir en fait en termes de confort, de matériel, de possibilités. Forcément, quand il n'y a qu'un seul enfant à la maison, les moyens, ils se concentrent sur toi. Je parle pas de luxe ou de caprice, mais de vraies choses concrètes comme voyager souvent, avoir ma propre chambre, mes jouets à moi, pas grand chose à partager. Et même ça d'ailleurs chez moi, c'était transmis avec valeur. Par exemple, voyager chez nous, c'était pas juste pour faire des photos, c'était vraiment une ouverture d'esprit. Mon père, il adore voyager et connaître différentes cultures. Alors on visitait les musées, on goûtait la vraie bouffe locale, on apprenait quelques mots du pays. Voilà. Les cadeaux, c'était pareil, j'avais le droit à ma fête d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on me faisait une petite fête d'anniversaire avec peut-être une déco et tout, mais pas de cadeau, parce que ça, c'était le cadeau. Et à Noël, je choisissais 3 trucs, mais j'en recevais rarement ce que j'avais demandé, mais bon. Malgré ça, j'ai toujours eu des cadeaux, encore aujourd'hui. Et franchement, je sais que c'est pas tous les parents qui continuent à offrir des cadeaux de Noël ou d'anniversaire à leur enfant à 23 ans. Donc oui, je le vois comme un privilège et je le reconnais. La maturité précoce. Alors, moi, j'ai développé une maturité très jeune et j'ai compris des choses que d'autres n'arrivaient pas encore à comprendre. Dans l'épisode Redevenir enfant plutôt, je parlais du fait que je n'aimais pas jouer avec les autres à des jeux que j'appelais d'enfants parce que je trouvais que c'était hyper gamin, immature et sans aucun sens, vraiment. Dès petite, j'ai aussi interagi beaucoup plus avec des adultes qu'avec des enfants et j'arrivais à tenir une longue discussion avec de grandes personnes sans aucune gêne et avec beaucoup de spontanéité. Et je pense que c'est clairement lié au fait que je n'avais pas de frères ou de sœurs autour de moi. Puis je crois aussi que l'éducation, encore une fois, joue un rôle dans la façon de gérer la solitude, disons, de gérer un peu le fait qu'on soit le seul enfant plutôt. Parce que par exemple, ma mère, elle ne voulait pas que je m'enferme dans ma chambre. J'avais vraiment pas grand chose à faire parce que du coup, niveau tâches ménagères, je faisais absolument rien. Mais j'avais pas le droit de rester seule trop longtemps. En fait, ça se faisait pas. De rester dans la chambre, c'est un truc que même jusqu'à aujourd'hui, ça se fait pas trop. Et même quand on recevait du monde avec ou sans enfants, je restais avec les adultes à table. Résultat, j'ai pris très jeune l'habitude de faire attention à ce que je dis, à comment je me tiens et à comment je réagis. J'ai appris à être posée, réfléchie et franchement, sur le moment, je trouvais ça normal, mais c'est vrai que ça a participé à cette maturité. Après, on a aussi moins de risques conflictuels quand on est fils unique. Sans fratrie, il y a moins de disputes, que ce soit pour des raisons familiales, de jalousie ou encore d'héritage. Il y a moins de soucis et j'avoue que ça c'est un des avantages que j'aime le plus parce que franchement quand je vois des personnes qui sont frères ou sœurs et qui ne s'entendent pas pour des raisons bien tristes ou encore qui se jalousent entre eux ou qui se battent pour comprendre les parts d'héritage, je me dis que c'est vraiment une chance d'être la seule et de pas connaître ce genre de conflit parce que ça doit vraiment pas être agréable de pas s'entendre avec sa propre sœur ou son propre frère. Ouais, ça doit vraiment pas être... J'aimerais pas connaître ça. Ensuite, on a moins de bruit dans la maison. Donc ouais, j'ai voulu le mettre parce que maintenant que j'ai des enfants, je sais c'est quoi avoir du bruit. D'ailleurs, je vais en parler plus tard. Mais ouais, en tant que fille unique, pour moi, c'est vraiment un avantage. Ce podcast, je rappelle encore une fois, il est personnel. Il n'y a aucune vérité dans ce que je dis. Donc oui, effectivement, je n'ai pas connu les bruits chez moi. Il y avait aussi moins de bazar. Et donc je suppose que moins de tâches ménagères à faire. Après là je dis ça dans le sens où j'avais moins de rangement à faire et même pour mes parents. Donc ouais, moins de bruit dans la maison. Ensuite je dirais qu'il y a une relation parent-enfant qui peut être différente et donc tolérer certaines choses. C'est un avantage que je n'avais même pas pensé à citer au départ. Et en fait, je discutais avec le père de mes filles, qui a vécu avec mes parents et moi, et qui lui a grandi avec plusieurs sœurs, et qui m'a dit que voilà, j'étais insolente et que ça avait l'air de passer.
Alors il disait qu'il savait pas trop si c'était un avantage ou pas. Ça m'a fait réfléchir et c'est vrai que bon, j'ai un tempérament fort et je peux parfois être trop directe et des fois ça peut être perçu comme de l'insolence et des fois ça l'est vraiment. Mais ce que j'ai remarqué c'est que mes parents l'ont toujours plus ou moins toléré. Pas dans le sens où ils cautionnent tout, mais dans le sens où je reste leur seule fille et donc leur repère unique. J'ai l'air de les défendre, mais pas du tout, hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Je sais que ce n'est pas forcément sain ni respectueux même. Mais c'est vrai que dans ma relation avec eux, il y a une forme de tolérance, peut-être même de complicité qui fait que certaines choses passent. Et je pense que ça, c'est une volonté propre à certaines relations parents-enfants uniques. Par exemple, on avait aussi parlé du fait que je fume des cigarettes devant mes parents et même avec eux. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui se verrait faire ça ou même pouvoir faire ça. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de bien, mais ça fait partie de cette notion de relation qu'on peut avoir avec nos parents et que j'ai donc avec les miens. Je peux aussi boire, dire des trucs drôles, parfois déplacer devant eux et ça passera. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai très tôt eu des piercings ou fait des tatouages ou changé de physique radicalement avec mes coupes de cheveux, mes colorations, etc. Et en gros, je trouve ça bien, genre un avantage, dans le sens où ça a créé une bonne relation avec mes parents, ou en tout cas une relation de confiance tant en eux comme en moi-même. Et grâce à ça, j'ai appris à m'affirmer aussi en tant que personne et à comprendre ma personnalité, mes goûts et mon identité. J'ai toujours été quelqu'un qui assume qui je suis et qui fait ce que je veux. Et je trouve que ça, c'est vraiment un avantage et c'est vraiment bien aussi dans ton éducation avec tes enfants de leur permettre un peu de liberté. Après, il ne faut pas abuser, même si chacun a sa notion de ce qui est abusé ou pas, mais je trouve que c'est vraiment bien sur cet aspect-là. Voilà, je parle de la notion parce que l'insolence, c'est clair que moi je cautionnerai pas ce que moi je fais avec mes parents. Mais voilà, ça c'est des risques de mettre beaucoup de confiance. Bon là je vais un peu trop loin. Ensuite, j'ai une capacité à être autonome. Quand je suis partie étudier en Espagne, à 8000 km de mes parents, j'avais pas du tout peur. Alors, je sais que pour d'autres, la famille peut beaucoup manquer, les bruits ou juste les présences. Tandis que moi, j'étais prête à avoir ma vie seule. J'étais même très bien seule. Surtout que c'était pas une solitude subie, mais presque voulue. Alors oui, je pense que ça a bien un lien avec le fait d'être enfant unique parce que on va le développer à force de devoir se débrouiller pour combler la solitude, l'ennui et tout, ou même tout simplement le manque d'entourage. Dit comme ça, ça a l'air hyper triste, mais rassure-toi, quand t'as connu que ça, genre d'être seule et tout, c'est juste normal, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'autonomie, se développe grâce à ça et parce que, ou à cause, peu importe, parce que on est très vite habitué à devoir gérer ça, tu vois. Et grâce à cette autonomie précoce, j'ai aussi eu une envie d'indépendance très tôt. Et j'ai toujours ce côté-là chez moi, donc je trouve que ça reste quand même un avantage. Maintenant, j'ai pas trouvé plus d'avantages que ça. Mais je pense que c'est déjà pas mal, tant pour l'enfance comme pour le développement de la personne et tout. Mais là, je vais te parler des inconvénients de grandir seule et en séparant ça en deux parties, même si parfois elles peuvent se rejoindre. On va commencer par ceux qui ont commencé dès l'enfance chez moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui. Ok, pause. Ok, désolée. Donc oui, on va commencer par ceux qui ont commencé dès l'enfance chez moi. Se sentir seul. Donc, comme tu dois t'en douter, c'est vrai que je me suis sentie très seule dans mon quotidien.
En plus, j'avais une éducation plutôt stricte et où j'étais parfois confrontée à des situations qui me faisaient me sentir encore plus seule. Bien sûr, quand je parle d'éducation, de celle qu'on a pu me donner, ça ne veut pas toujours dire que c'est mauvais ou que je me plains. J'explique juste certains schémas et ce que ça a produit chez moi en tant qu'enfant unique. De toute façon, quand je parlerai en tant que mère, vous verrez que c'est pas toujours évident de savoir comment faire. Quand je dis se sentir seul, je pense que tu auras tendance à m'imaginer seule, m'ennuyer, mais la solitude, ce n'est pas être seul. Se sentir seul, c'est un sentiment. En gros, tu peux être entouré, mais ne pas te sentir entouré. Donc voilà, les moments où je sentais ça, c'était souvent des moments sociaux où je n'arrivais pas trop à m'intégrer. Ensuite, on a la pression des parents. Toujours un peu en lien avec l'éducation que j'ai eue, il est vrai que je ressentais une pression sur mon comportement. Je devais être calme, polie et toujours faire ce qu'on me dit. Il n'y a rien d'anormal à cela, mais j'étais la seule enfant, donc je trouvais que je devais bien faire pour ne pas les décevoir. Parfois, c'était aussi pour ne pas leur donner une mauvaise image, parce qu'on sait bien ce que les enfants font. Bêtises, être mal polis, etc. Et qu'au final, c'est toujours les parents qui payent. Donc j'avais un peu cette pression d'être la seule fille, une pression aussi parentale, etc. Et ouais, c'est un des inconvénients, je trouve. Ensuite, on a la protection intense des parents. Je vous avais dit, mes parents, ils sont très protecteurs. Ma mère, elle était très protectrice lorsque quelqu'un essayait de m'atteindre avec de la méchanceté. Elle m'écoutait lorsque je lui disais ce qui m'était arrivé. Et il faut pas croire qu'elle est du genre, ma fille, jamais elle ferait ça. Genre ce genre de maman, quoi. Pas du tout, je parle vraiment de moments où j'avais besoin de me défendre, mais que je ne savais pas comment le faire. Je dirais qu'elle me protège du monde et de la méchanceté qu'il peut y exister. Elle protège aussi mes sentiments et est plus sentimentale que mon père. Mais bon, ça je pense que c'est parce que nous sommes toutes les deux des femmes, donc on va forcément avoir des choses qu'on va plus se comprendre. Tandis que mon père, c'est plutôt une protection silencieuse et qui est plus dans les actes. D'ailleurs, je pense que c'est sa façon de me montrer qu'il m'aime aussi. Avec lui, j'ai aussi la stabilité, la sécurité financière. Et pourquoi c'est un inconvénient ? Parce que c'est une protection qui perdure et qui n'est pas toujours contrôlée. Ça peut donc provoquer des incompréhensions, des conflits et des frustrations dans ma relation avec eux. Ils vont pas toujours comprendre qu'en fait, des fois j'ai envie de voler, des fois j'ai envie de faire l'erreur, des fois j'ai envie de faire le pas. Et c'est très compliqué parce que tout à l'heure je vous disais qu'on n'avait pas forcément des conflits avec des frères et sœurs, etc. Mais les conflits avec les parents, on en a peut-être un petit peu plus que les personnes qui ont des frères et sœurs parce que, bon, ça c'est mon avis, encore une fois, je parle en mode généralisation, mais je pense franchement que ça c'est tous les fils uniques, on a plus de chances d'avoir des problèmes plus graves pour nous avec nos parents que des personnes qui ont des frères et sœurs parce que vous pouvez vous en foutre un peu de la vie de vos parents et puis ils n'ont pas que vous à gérer. Alors que lorsque vous êtes le seul à gérer, disons, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout un travail pour leur faire accepter que tu n'es pas en train de les abandonner, etc. Ouais, voilà. Avoir le sentiment de non-appartenance. Quand on grandit, on est forcément influencé par ce qu'on nous dit, ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Ce sentiment-là, je le ressens depuis petite et jusqu'à maintenant. Mais alors c'est quoi le sentiment de non-appartenance ? J'ai fait des recherches parce que j'ai dû faire des recherches pour savoir un peu si c'était quelque chose ou si c'était juste un truc de ma tête et j'ai vu qu'il y avait bien un nom. Donc le sentiment de non-appartenance désigne une sensation ou une perception de ne pas faire partie d'un groupe, d'une communauté ou d'un environnement donné. C'est le fait de se sentir exclu, isolé ou différent, que ce soit sur le plan social, culturel, professionnel ou personnel. Effectivement, c'est une sensation que j'ai depuis toujours et je sais que ça vient du fait que je me suis souvent sentie seule et que donc c'est pas évident pour moi de me sentir différemment.
Ce que je veux dire par là, c'est que même si je suis entourée avec des gens de confiance, etc., eh bien, je ne me sens quand même pas totalement inclus et je me sens très différente des autres. Et même si on faisait l'effort de me mettre à l'aise, à chaque fois qu'un groupe est formé, j'ai beaucoup de mal à m'y inclure. Et même si je suis incluse, pour X raisons, j'ai du mal à me comporter comme si je l'étais. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, je suis pas dans le groupe. Si je parle un peu trop, je vais avoir l'impression que ça va se remarquer. Enfin, je sais pas. Je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas à l'aise. J'ai pas l'impression que c'est vrai et que je suis vraiment dans le truc. J'ai toujours l'impression d'être différente. Mais c'est pas différente dans ma personnalité. C'est juste que je suis différente. Et voilà. Avoir constamment besoin d'être rassurée. Et oui, même s'il est vrai que j'ai parlé de l'attention de mes parents tournée uniquement sur moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et ça, je l'ai remarqué en grandissant. Donc là, on rentre dans les inconvénients qui sont apparus en grandissant. Je ne suis pas experte, mais je suis presque sûre que c'est dû au sentiment de solitude, encore une fois, et à de nombreux avantages d'être fille unique. Par exemple, je vous avais dit que ma mère était très protectrice, mon père il l'est aussi. Et donc ça fait que dans plusieurs moments de vulnérabilité, j'avais toujours quelqu'un pour veiller à régler le souci. C'est là qu'on voit un peu qui est l'unique enfant ou pas, notamment en primaire à l'école où il arrive que des situations comme l'harcèlement, disputes ou blagues peuvent arriver et c'est ce qui m'est déjà arrivé. En gros, je suis plutôt petite de taille et j'ai déjà eu des moqueries sur mon apparence et je dénonçais toujours à ma mère qui était là pour me défendre. Le problème, c'est qu'à force d'avoir été protégée, je n'ai pas appris à gérer un conflit, un rejet ou autre. Toutes ces choses vont alors créer ce besoin d'être rassurée. Encore aujourd'hui, j'ai ce réflexe, demander l'avis de mes parents. C'est plus fort que moi. En grandissant, on change et on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que nos parents. Donc ce besoin devient handicapant dans les aspects sociaux ou même psychologiques. On arrive donc à la difficulté à prendre des décisions. Encore une fois, parce que j'ai eu une attention particulière sur moi et ce besoin d'être rassurée par mes parents, j'ai donc plus de difficultés à prendre des décisions. En fait, c'est simple. Même si même si je sais ce que je veux faire, etc., je suis motivée, j'ai des motivations, etc., je me sens dans l'obligation ou même la nécessité de demander l'avis de mes parents. Bémol, parfois demander leur avis n'est pas la meilleure idée. Même si nos parents ne veulent que notre bien, ça reste nos parents et ils ne veulent pas toujours nous faire partir. Ça, je l'ai compris en grandissant et vous verrez après quand je parlerai en tant que mère que ça peut parfois, encore une fois, gérer des conflits entre nous et nos parents et des difficultés dans notre nouvelle vie, surtout quand on est en âge de créer sa propre vie. Et voilà. Manque de soutien familial. Je dirais que lorsque je suis confrontée à de forts moments de vulnérabilité, de fortes émotions et la sensation d'être seule, parfois, j'aimerais bien parler à quelqu'un de proche. Quand je dis ça, je parle d'une personne vraiment proche, un membre de ma famille, mais je ne peux pas forcément. Pourquoi ? Parce que dans ma logique, c'est à mes parents que je raconte mes soucis. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très récemment, notamment lorsque j'ai des problèmes avec mes parents et que en parler avec des membres de leur propre famille, c'est trop compliqué pour moi. Et puis comment savoir si je n'abuse pas ? Je n'ai aucun appui, aucun exemple pour savoir si ce que je dis est vraiment ça ou si ce n'est qu'une perception. En plus, vu que j'ai une forte autonomie, même si j'ai besoin d'aide, je préfère m'aider moi-même. Et enfin, je dirais que l'autonomie précoce est aussi un inconvénient. À force de gérer seul, tout faire seul ou être habitué à être confronté à des choses seul, je ne veux pas toujours m'ouvrir, avouer mes frustrations et encore moins être aidée. Je suis toujours en quête de l'indépendance, de me débrouiller seule et de prouver à mes parents que je peux le faire.
À cause de ça, j'ai été capable de me mettre dans des situations qui n'ont rien à voir avec mon style de vie de base. Donc même au niveau de mes relations amoureuses, amicales, ça m'a mené vers des relations pas toujours bonnes. En fait, c'est un combat entre je sais ce que je peux faire et j'en suis capable et je sais que je peux le faire et la dépendance de mes parents, leur avis, etc. Et donc oui, en grandissant, c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Maintenant, je vais te parler de ces choses que j'ai remarquées lorsque je suis retournée chez moi quand je suis tombée enceinte de ma première. En gros, j'étais partie étudier en Europe et j'ai donc vécu seule de mes 18 à 21 ans. Et après ça, je suis rentrée en Guyane, chez moi, chez mes parents. J'étais enceinte de 4-5 mois de ma première et j'étais en pleine réflexion sur cette nouvelle vie, sur mon bébé et la personne que je devenais. Et puis, je remarquais certaines choses chez moi qui me paraissaient pas très normales ou bien trop bizarres. Déjà, je ne m'autorisais pas le repos. Je pouvais être très fatiguée, je ne me reposais pas. Et c'est quand on me faisait la remarque que je m'en rendais compte. Après, c'était frustrant parce que, en fait, je me disais, mais je suis chez mes parents, ça ne se fait pas de rien faire dans la chambre. Et c'est comme ça que j'ai eu quelques déclics. C'est simple, on m'avait tellement appris à ne pas m'enfermer dans ma chambre ou à ne pas avoir l'air de rien faire que du coup, même grande, enceinte, je ne me voyais pas le faire. Quand il y avait du monde chez moi, je ne me voyais pas non plus rester dans ma chambre ou ailleurs, ou même sortir. Je devais être présente, faire acte de présence, et ce même si je suis fatiguée ou que je veux sortir avec une amie. Tu me diras que c'est qu'une pensée et que c'est normal. Que j'avais juste à me réhabituer et à m'adapter en fonction de ce que j'étais à ce moment-là. Le truc, c'est que pas forcément. Il est déjà arrivé que je veuille sortir alors qu'il y a du monde chez moi et que ma mère me le reproche un peu. Qu'elle me laisse le libre arbitre, mais qu'elle me fasse comprendre que ça ne se fait pas ou même qu'on passe un moment ensemble et des choses de ce genre. En fait, c'est typiquement le type de phrase ou petite reproche où je peux vite me sentir mal en fait pour mes parents. Et ça, je suis persuadée que tout enfant unique comprend de quoi je parle. Encore une fois, je voudrais bien faire comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas de toxicité ou autre, mais du fait qu'on soit les seuls, donc plus susceptibles d'avoir ce genre de situation avec nos parents. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou sain, mais voici ce qui peut arriver. Ensuite, quand je suis devenue mère, enfin plutôt quand j'ai eu ma première, voici quelques situations que j'ai pu rencontrer. Alors, je vais pas forcément donner de conseils, parce que ça sert à rien. Comme je t'ai dit, si tu es maman, papa, enfin bref, si tu es toi-même parent, tu sais qu'on fait comme on peut. Là, je vais plutôt te parler de comment j'ai vécu un peu ma maternité en tant que fille unique, et aussi comment je suis en tant que mère, toujours en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Déjà pour commencer, j'ai remarqué que ça me rendait un peu triste de savoir que mes filles n'auront pas de tante ou d'oncle de mon côté. Pas de cousins, cousines, mais rien que moi et leurs grands-parents. Heureusement, du côté du papa, de la famille, il y en a. D'ailleurs, même moi, du côté de ma mère, j'ai beaucoup de parents. Et du côté de mon père, la nouvelle génération commence. Mais bon, ça reste éloigné et ils sont pas guyanais, mes parents. Donc il y a ça aussi à prendre en compte dans tout ce que j'ai dit depuis le début. J'étais seule, ou en tout cas je me sentais seule aussi parce que niveau famille, ils sont éloignés physiquement de nous. En gros, généralement, les Noëls, je les passais au Brésil avec ma famille maternelle et les vacances d'été en Espagne avec ma famille paternelle. Et si on avait prévu un voyage, on profitait dans le même été, donc je les voyais presque pas beaucoup. Donc voilà, mes familles, je les voyais une fois par an et c'était pas assez pour nouer de forts liens avec mes cousins, tout ça. C'est aussi pour ça que je répète plusieurs fois que c'est mon vécu et ma perception de mon enfance et de l'évolution de ma vie. Parce que forcément, il y a des choses qui n'ont pas directement un rapport avec mes parents, leur éducation ou autre, mais qui sont accentuées par d'autres éléments encore, et bien sûr sur le fait d'être enfant unique. Après, quand j'ai eu ma première fille, j'étais une mère très protectrice et surtout une fille très protectrice avec mes parents. C'est-à-dire que je protégeais tant ma fille comme mes parents. À cause de ça, il y avait un problème de communication, de compréhension entre mes parents et moi, dans le sens où moi je voulais leur faire comprendre que ma fille était ma responsabilité.
En fait, pour moi, même s'il est vrai que je l'ai eu tôt et que j'étais encore à la charge de mes parents, je voulais quand même séparer le fait que j'ai besoin de leur soutien émotionnel et financier, mais que l'enfant, c'était le mien. Non pas que mes parents voulaient avoir ma fille, mais c'était devenu compliqué de leur faire comprendre que leur fille, c'est moi, et que celle qui devait veiller sur la mienne, c'était moi, pas eux. Ça a créé beaucoup de conflits et je sais que j'ai sûrement dû blesser mes parents parce que je suis leur seule fille, et ma première était leur seule petite fille. Et comme je savais qu'avec elle, ils seraient encore moins stricts, c'est les grands-parents, ou en tout cas que ça risquait d'être moins cadré, je voulais bien mettre au clair qu'elle devait vivre avec mes moyens. Je ne voulais pas qu'elle soit gâtée ou qu'elle ait trop d'opportunités puisque je savais pertinemment que mon parcours ne commencerait pas avec cette possibilité. Si je partais de chez moi, je ne pourrais pas offrir la même chose que mes parents m'ont offert. Donc je voulais qu'elle soit traitée comme moi je pouvais et pas plus. Ça, c'est donc ma relation avec mes parents vis-à-vis de cette nouvelle arrivée, et je ne regrette pas du tout d'avoir posé ces limites. Aujourd'hui, ils font leur part en tant que grands-parents, mais respectent mon éducation et les valeurs que je veux lui transmettre. Mais peut-être que si j'avais pas fait ça, ma fille aujourd'hui, elle serait vraiment l'enfant unique typique, très gâtée, pas de cadre, etc., etc. Maintenant, en tant que mère d'une première, et donc pendant 1 an d'une seule fille, au début, j'en étais très fière et je ne voulais pas du tout, je ne pensais pas à avoir un autre enfant. Je me disais qu'elle aurait beaucoup d'avantages, en plus j'avais tout mon temps pour en faire d'autres. Je suis encore jeune et je me disais que j'essaierais de faire en sorte qu'elle ne se sente pas seule. Que j'essaierais de faire mon possible pour qu'elle ait du contact avec d'autres enfants et qu'elle ait une éducation un peu comme celle de mes parents, afin qu'elle ne soit pas une petite gâtée. Et là, je parle pas du geste gâté, mais d'un comportement gâté. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que l'attention, que je le veuille ou non, était portée uniquement sur elle. Finalement, je ne pouvais pas lui offrir tout de suite un environnement comme moi j'aurais souhaité, et encore moins une compagnie comme des enfants et tout. J'avais pas forcément le temps et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas toujours accuser les parents. Ils font comme ils peuvent. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je lui donnerais un frère ou une sœur. Plus honnêtement, je pensais à elle, mais aussi à moi. J'avais envie de bruit, de plus, de présence et d'avoir une expérience différente. Peut-être que ça a encore un lien avec le fait que je n'ai pas de frères et sœurs. Peut-être que c'était un besoin profond et personnel. Je ne sais pas. Mais voilà, j'avais envie qu'elle se sente moins seule et plus entourée de personnes comme elle. En plus, je suis pas très joueuse et je pense que c'est encore une fois dû à mon enfance et au fait que je n'ai pas été entourée par des enfants. Donc, c'était important pour moi d'être sûre qu'elle se sente bien. Avoir un deuxième enfant au début, ça m'a apporté beaucoup de culpabilité et finalement du soulagement. Faut savoir que quand j'étais enceinte, je me sentais un peu mal et j'avais très peur de diviser mon amour. J'avais peur d'avoir une préférence pour ma première à cause du fait qu'elle était l'unique. J'avais peur de ne pas aimer les deux équitablement. Bon, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais le jour où j'ai donné naissance à ma deuxième, j'étais la mère la plus heureuse. Les voir les deux et ressentir exactement la même chose, tant pour l'une comme pour l'autre, c'était si beau. Chacune le vit à sa façon, mais moi je ne pense pas qu'on divise notre amour. Je n'imagine pas ma vie sans l'une ni sans l'autre. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, mais il est clair que l'amour n'est pas divisé. Voir ma première jouer avec sa sœur et apprendre petit à petit à partager, à l'aimer aussi. D'ailleurs, je suis persuadée qu'elle l'a aimé dès leur rencontre. La voir être protectrice avec elle et s'inquiéter quand elle pleure, c'est vraiment beau. Les savoir ensemble et très unis, ça me rassure en tant que mère et en tant que fille unique. Je sais qu'elles veilleront au bien de l'autre et j'espère que ça perdurera dans le temps. En tout cas, je ferai mon possible pour les traiter exactement pareil, les rassurer quand elles auront l'impression que non. Et je leur parlerai du privilège qu'elles ont, d'avoir quelqu'un d'aussi proche, biologiquement parlant, avec qui parler. Avec qui parler de mes défauts aussi, ou des problèmes qu'on pourra rencontrer, de toute façon, c'est inévitable. Avoir ma deuxième fille m'a aussi appris à me détacher un peu de ma première, mais dans le bon sens. Franchement, j'ai l'impression d'avoir 2 petites sœurs avec elle.
C'est vraiment un sentiment incroyable. Je ne regretterai jamais de les avoir eus aussi jeunes. Je pense que j'avais besoin d'être mère et de les aimer pour m'aimer et me rassurer moi-même. C'est comme si je guérissais mon moi enfant à travers mes filles. Et pourquoi je t'en parle ? Parce que pour moi, ça a été un changement de vie. Déjà qu'un enfant, ça change. Alors imagine quand tu passes d'une maison calme à une maison chaotique. J'exagère, mes filles sont vraiment, elles sont plutôt calmes. Mais ça reste un bébé qui ne sait que pleurer pour s'exprimer. Et un autre qui te teste plusieurs fois par jour. Les bruits, on en parle. Au début, ça m'insupportait. Zéro filtre. Là, je parle vraiment maternité. Ça m'insupportait d'avoir autant de bruit. À cause de ça, après chacun son avis là-dessus, mais j'ai habitué ma dernière au bras et à ma présence. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc repartie vivre seule en métropole quand j'étais enceinte de ma deuxième, donc dès 1 an et 4 mois. 1 an et 4, ma grande elle avait 1 an et 4 mois. Et ouais, pendant 1 an je suis partie, donc on est revenu quand ma grande avait déjà 2 ans et 4 mois. Donc vraiment 1 an pile poil. Donc du coup des 1 an 4 mois à 2 ans 4 mois, je me suis occupée de ma grande seule, plus ma petite jusqu'à ses 9 mois. Bon, ça fait trop de chiffres, mais en gros je suis repartie et j'ai passé 1 an pile poil à m'occuper de 2 enfants. Et là, je suis rentrée en Guyane, chez mes parents, encore une fois. Et ça va mieux, les filles sont moins attachées à moi et plus ouvertes à jouer seules, etc. Donc voilà, ça a été une décision personnelle pour le bien-être de mes filles et pour mon bien-être parce que c'était trop dur de gérer 2 enfants toute seule. Ah oui, en parlant de ça, avant d'avoir une petite sœur, ma fille avait du mal dans les moments sociaux. Elle était très collée à son père et moi et ne socialisait pas. Évidemment, moi je la comprenais, mais pas toujours son père ou les personnes présentes. Et c'est dans des moments comme ceux-là que je repensais à mon enfance et réalisais des choses. Des souvenirs me revenaient et j'espérais qu'après l'arrivée de sa sœur, elle changerait. Ce qui a été le cas. Mes filles ont, et auront, pour la petite, la même éducation que moi. Même si la plus grande n'a que 2 ans, elle est déjà cadrée sur plusieurs choses qui pour moi sont essentielles. Par contre, je suis et serai plus laxiste sur des choses où mes parents l'ont pas forcément été. Je n'obligerai pas mes filles à dire bonjour si elles ont 2 ans et qu'elles sont gênées, qu'elles n'aiment pas la personne ou en sommeil, et que pour des raisons de bébé, sont de mauvaise humeur. Je les laisserai quand même avoir le choix sur certaines choses dès que ça reste poli et constructif. Là, elles sont encore des bébés, mais bien sûr qu'en grandissant, ce que je viens de dire passera moins. Je n'ai pas d'autres exemples de règles, limites ou autres que je transmettrai à mes filles. Je suis encore jeune dans cette nouvelle vie et elles sont encore trop petites. En tout cas, c'était ma petite et longue confession en tant que fille unique et en tant que mère de 2 enfants. J'espère que ce podcast aura été intéressant pour toi, qu'il est assez clair et agréable. Je veux quand même ajouter qu'il y a des choses beaucoup plus personnelles qui n'ont pas été mentionnées et qui expliquent certains inconvénients, mais je les ai quand même mis parce que être l'enfant unique peut accentuer certains comportements. Donc voilà, je t'embrasse fortement. Et si tu es toi-même comme moi, pas de frère, pas de sœur, et que tu ressens là ou les mêmes choses que moi, maintenant tu sais que tu n'es pas seul. Gros bisous!